Ici, c'est une unité d'agriculture urbaine. On a donc ces parcelles-là qui sont des parcelles individuelles. Donc chaque petite parcelle est égale à une famille qui peut venir jardiner quand ils veulent. De l'autre côté, c'est des parcelles maraîchères où tout le monde est invité à participer pour cultiver les légumes. Le bâtiment a été construit il y a 2 ans seulement. Il est complètement démontable. Ça faisait partie des termes du contrat. Parce que voilà, on a eu un bail de 5 ans, mais on doit être repositionné si ce terrain ne convient plus à la municipalité. C'est des équipements qui sont ouverts à tous les citoyens, mais qui mettent les citoyens en position active. Ils apprennent à le faire eux-mêmes avec des spécialistes comme nous et comme d'autres, mais aussi avec les représentants de l'État, comme les municipalités et les gouvernements locaux, dans d'autres positions qui sont ceux de médiateurs, de facilitateurs, de conseillers, donc, et pas ceux de dirigeants. Le projet, c'était un bénéfique pour le quartier parce que ça fait un air, une bouffée d'air pour nous pour venir manipuler la terre, ramener les enfants, voir ce que c'est travailler la terre, mettre des grains et tout ça, ça les a bien plu les enfants. Et aussi avoir un petit parcelle à soi, comme si on a un petit projet individuel. C'est un projet magnifique. Ceux qui ont réfléchi à faire ce projet, c'est vraiment... Ils ont une envie que le quartier voit autre chose que le ciment, que le béton et du ciment. Bonjour. Ça va, oui. Mon petit poulailler avec 9 poules. De temps en temps, nous pondons des œufs quand même. Un coin jardin nature en pleine ville, ça m'a d'emblée tout de suite intéressée. On a ce petit espace de terrain où on va s'initier. Donc c'est vrai que moi je n'y connaissais rien pour ma part. Je suis arrivée à peu près en décembre. En mars, je commençais à mettre mes premiers semis. Donc on m'a tout montré, j'ai tout appris par les autres. Et certains me montrent. Et puis moi, je suis trop contente de voir ma récolte arriver et puis de partager. C'est vraiment une question de partage. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Sous la précédente mandature, nous avions engagé quand même tout un système d'écologie urbaine. Et c'est pas par hasard si l'Agrocité est venue dans ce quartier qui est un quartier populaire. C'est parce qu'il y a besoin aussi de faire se rencontrer, de faire découvrir, de faire connaître des gens qui ne se rencontrent pas forcément à chaque instant, tous les jours, sauf dans des mauvaises conditions parfois. Donc pour nous, c'est important que ce projet, il continue à vivre, il continue à exister, il continue à grandir. Bravo. Quelques mots peut-être, Frédéric, sur la thématique donc de oui. Architecture et démocratie et le choix de ces projets. Architecture et démocratie, on a souhaité montrer par un certain nombre de projets, dans ces 2 projets, l'idée que l'architecture et le projet d'architecture, au-delà de processus finalement assez normalisés, souvent le client, etc., plutôt bureaucratique finalement comme ça, sont de plus en plus souvent l'occasion d'une part d'un partage d'expériences, de compétences, d'idées, l'occasion d'un débat démocratique précisément, y compris avec toutes les contradictions que pose la vie publique finalement. Et l'occasion, en fait, sont finalement ces projets d'architecture des stimulateurs de la vie démocratique
Voilà. Et c'est vrai que dans cette question de l'architecture et de la démocratie, c'était aussi effectivement de replacer ces projets aussi dans les histoires, c'est-à-dire de remettre un peu l'architecture à sa place, c'est-à-dire pris dans un processus plus long, où l'architecte est parfois initiateur, souvent accompagnateur et éminemment facilitateur finalement des situations qui permettent de se rencontrer différents acteurs et autour d'un objectif qui devient commun, de réunir différentes compétences et de faire finalement à la fois de bousculer, je dirais, l'exercice de la pratique d'un métier qui est effectivement pris dans beaucoup de contraintes, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, et là on est plutôt sur mettre en intelligence des personnes qui se rencontrent, de pouvoir mettre à un moment donné effectivement la question du savoir-faire au centre de ce processus-là, et finalement de faire un pas de côté, donc d'être un peu dans cette disposition je dirais, d'alternative à la production et dans la prise de parole de chacun. Parce qu'il y a bien, effectivement, dans ce débat démocratique, l'idée que, finalement, chacun va pouvoir... Enfin, les citoyens vont pouvoir intervenir sur leur environnement et vont avoir une prise sur le réel. À la fois dans les processus de conception, mais aussi de construction. C'est un peu, je dirais, ce que ces deux projets-là vont pouvoir un peu montrer. Et donc, je propose qu'on revienne tout de suite au projet effectivement qu'on vient de voir, bien sûr à Gros-Cité, avec donc Constantin Pécou, qui est architecte donc du collectif AAA, et Pascal Mecker. Vous êtes maire adjointe en charge de l'espace public à Bagneux. Et je pense qu'effectivement, après le petit film qu'on vient de voir, ce qui est important de comprendre, c'est comment il est né, sur comment le besoin a été exprimé, comment la programmation s'en est faite, et comment la décision politique et publique, progressivement, avec vous, avec les élus et avec les habitants, c'est faite. Constantin. J'aimerais bien, si c'est possible, d'avoir la première image qu'on a préparée, le PDF. Si c'est possible, en fait. Merci, voilà. La Grosse-Cité, Merci. ça... Tu veux Voilà, c'est parfait. Je peux avoir le pointeur au cas où. La Grosse-Cité fait partie d'un projet plus large qui s'appelle Urban, qu'on a initié en 2008 avec l'atelier d'architecture autogérée et avec l'objectif d'introduire la résilience en milieu urbain. Sans faire des écoquartiers qui ne sont pas si écologiques que ça, souvent, parce que ça ne change pas les modes de vie. Donc là, je vais faire court, parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la démocratie. Mais ce qui est aussi intéressant à Urban, c'est qu'on essaie de développer une stratégie de transition écologique par les citoyens, c'est-à-dire par des processus par le bas, bottom-up, qui permet aux habitants, aux usagers, de devenir des porteurs de projets par des transfert de gestion de nous à eux, ce qu'on appelle d'un passage de la gestion de projet à la co-gestion et petit à petit à l'autogestion. C'est pour ça qu'on s'appelle atelier d'architecture autogérée. Et en fait, donc l'idée de l'urban, c'est de s'appuyer sur des petits interstices qui sont disponibles. Donc on peut réaménager une barre d'immeuble et la transformer en habitat coopératif écologique, un terrain disponible pour faire de l'agriculture urbaine, etc., de l'économie solidaire. Mais aussi, ce qui compte, c'est tous les systèmes de démocratie participative, donc des systèmes d'échange local, des banques de temps. Donc, c'est des processus et des techniques qui existent déjà, mais il faut les mettre ensemble pour créer une vraie gouvernance environnementale. Et donc l'idée, c'est de créer des circuits courts à des différentes natures, sur les déchets, mais aussi sur l'énergie, sur la création d'emplois. Et petit à petit, que ces circuits courts soient gérés par les usagers, qui deviennent porteurs de projets. Et c'est en fait, tout ça, ça demande beaucoup de temps. C'est des processus très lents et très longs qui font passer un simple citoyen de la posture d'utilisateur, donc il vient comme pour un service, comme un ancien, donc des services qui lui sont dus par la mairie ou par l'État, il se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, qu'il a moins de moyens, et donc c'est à lui aussi de s'investir, de venir en vélo, de prendre des contacts avec le Biocoop à côté, avec les écoles de ses enfants, etc. Et petit à petit créer des circuits courts de différentes natures et des systèmes de gouvernance entre différents types d'unités. Donc on avait prévu une agrocité pour l'agriculture urbaine, mais aussi
un espace de recyclage et d'économie solidaire qu'on a fait, qui s'appelle Recyclab. Et on aurait dû faire aussi un habitat coopératif qui a été bloqué par l'actuelle municipalité. Et tout ça à travers des systèmes de gouvernance collective et des circuits courts. Merci pour le PDF. Hein. Et donc, j'ai voulu aussi introduire des photos qui peut-être sont un peu différemment parlantes que celles qui ont été très belles, hein, mais qui sont prises pendant l'hiver par l'équipe de Myop. Et donc, nous, on a fait une sélection des photos habituelles à la Groscité, notamment. Et donc là, on peut aller assez rapidement, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de photos. Donc, on voit à la fois le système de... Donc, on a un système de parcelle familiale, mais aussi un système de maraîchage professionnel qui a été géré au départ... On peut passer les images, hein, qui ont été gérés par des professions professionnelles, mais actuellement, le maraîchage, il est géré de manière collective. Donc, le bâtiment, il est réalisé, comme vous avez vu, avec du bois et de la paille et d'autres techniques écologiques. Il y a beaucoup de recyclage aussi. Donc, on dédie aussi l'espace à la biodiversité. Donc, il y a différents types de pôles à l'intérieur. Il y a un poulailler, il y a un rucher. Donc, il y a des ateliers de réparation vélo. Il y a une AMAP qui s'appuie beaucoup sur le bénévolat. En fait, le bénévolat en étant une manière qui provoque la réappropriation de l'espace de proximité par les habitants. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que vous savez bien, dans les quartiers d'aujourd'hui et dans les banlieues d'aujourd'hui, ce qui se passe, ce que les sociologues et autres spécialistes constatent, c'est au contraire, c'est un désistement, une déterritorialisation de l'espace de proximité par ces habitants qui le délaissent à l'État et qui ont du mal à le gérer. Et donc, il y a des sociologues comme Alain Touraine, par exemple, qui disent que la ville n'existe plus, elle est morte, parce que la base de la ville, le lien social, il disparaît petit à petit. Et donc, nous, on essaie de trouver des moyens qui sont des manières très douces et de longue durée, très microscopiques aussi, ou moléculaires, si vous préférez, dans la terminologie de Guattari, de construire des liens de confiance entre nous et les habitants, entre les habitants eux-mêmes qui ne se connaissent pas au départ, et petit à petit négocier des relations à la fois de confiance, mais aussi de responsabilité. C'est-à-dire que chaque usager, petit à petit, il prend en charge une certaine responsabilité, par exemple le poulailler, le compost, la toilette sèche, etc. Et en fait, c'est une manière de construire une démocratie. Je vous rappelle que la démocratie, donc d'après Platon, mais aussi Rancière et d'autres, en fait, c'est une manière de négocier et de renégocier en permanence les liens sociaux, en fait. Et donc, ces lieux-là sont des lieux de démocratisation de manière participative dans le milieu social. C'est-à-dire que les gens, ils deviennent acteurs. À propos de ce que vous disiez de prise de parole, en fait, c'est très important que ces gens-là qui n'ont pas l'habitude apprennent à prendre la parole en public, aussi à expliquer le projet, à le transmettre. Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, il y a un habitant qui aurait dû venir, qui est porteur du projet actuellement, mais qui a un empêchement. Mais il y a d'autres qui auraient pu venir, mais qui sont dans des voyages d'études avec nous. Pas moi, mais d'autres de l'équipe. Il y en a quelques-uns qui sont en Angleterre, d'autres qui sont en Italie, justement pour des échanges de savoir-faire. Et ils sont comme nous en train de transmettre le projet. Et ça, c'est très important parce que c'est une prise de parole, mais c'est aussi une situation de co-discursivité, c'est-à-dire qu'on construit une réalité construite. Là, c'est une AG. Mais on construit aussi un discours. Donc le projet, il se construit dans ces aspects symboliques, avec des spécialistes qui viennent, ça c'est une très grande spécialiste australienne en économie par exemple, mais en fait on se fait des séminaires, les habitants ils viennent, ils croisent des gens, et en fait ils construisent avec nous le projet et physiquement et symboliquement. Donc Foucault il appelle ça une position de force, de discursivité, une position discursive, et les habitants ils doivent petit à petit, ils peuvent, arriver à être dans cette position de discursivité, d'expliquer le projet et le défendre. Ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que là c'est Jules Clément, donc on a eu Thierry Paco, Frédéric Bonnet évidemment, donc beaucoup de spécialistes en français, mais aussi d'autres de l'étranger, comme Massimo Di Angelis, qui est un grand spécialiste des Commons par exemple. Et en fait, le lieu il devient un lieu phare dans le quartier, mis à part ses aspects écologiques et de résilience, c'est un vrai lieu de démocratie participative. Et malheureusement, donc actuellement, il y a comme vous avez vu à la fin du film, il y a une nouvelle équipe municipale qui s'est installée, qui veut tout détruire par rapport à ce que les autres d'avant ils ont fait.
C'est un peu dommage, on s'est défendu. Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va déménager à Gennevilliers. Donc, il y a le maire de Gennevilliers qui a trouvé des opportunités foncières et financières. Là, c'est des prototypes. Ça, c'est un système de phytoopération pour lequel on a eu une dérogation. Celui d'avant, c'était un système de chauffage à compost qui est aussi un prototype novateur. Très souvent, le lieu, il fonctionne jusqu'à très tard dans la nuit parce que ça manque de ce type d'espace. Et donc, l'agrocité, dans le pire du cas, on va la déplacer à Gennevilliers. Mais ce qu'on veut faire avec Rurban, c'est développer un réseau à plus grande échelle, un mouvement comme Ville en Transition, voire mieux. Parce que Ville en Transition, on l'a visité en 2008, c'était monnaie locale et réparation vélo. Il y a une année, c'était la même chose, monnaie locale et réparation vélo, en fait. Et ce n'est pas suffisant pour faire la vraie transition écologique. Et puis, c'est un peu bobo. Et donc, la vraie transition écologique, elle doit passer par les citoyens alpha, donc tout le monde, et avec des vraies activités de compost, de réparation gratuite, etc. Et donc, on a des partenaires à Londres, à Berlin, ailleurs, qui veulent développer Rurban. Mais on a aussi des partenaires à Bagneux, par exemple à Gennevilliers, dans d'autres, à Montreuil et ailleurs, qui veulent développer Rurban. En fait, c'est de nouveaux types d'équipements. C'est comme on a dans une ville, un gymnase, une maternelle, etc. On devrait avoir une unité, une ferme maraîchère pour voir comment une patate et une tomate, elles poussent, etc., combien ça vaut, pour voir aussi des poules, pour voir comment on peut réparer, apprendre à réparer, etc. Et donc, pour faire la transition écologique, la seule manière qui ne coûtera pas des fortunes qu'on n'a pas, c'est que tout le monde, et moi et vous, tout le monde, on se met et on la fait ensemble. Et ensemble, ça veut dire avec tous les citoyens des quartiers tels qu'ils existent aujourd'hui. Parce que les quartiers, ce n'est pas le centre Paris. C'est plutôt des lieux très mélangés, avec des discrépances sociales, religieuses, culturelles très très fortes, qu'il faut savoir marier et apprendre. Ça, c'est un séminaire qu'on a eu pour justement développer le réseau urbain dans le pavillon circulaire. Et ça, c'est bon, les dernières photos de défense de projet avec des élus de l'ancienne équipe, avec des députés européens, etc. Mais bon. Et parfois, là, je sais, elle se fait facilement tromper. Et là, je vais passer la parole à Pascal, si elle veut bien expliquer un peu. Merci Pascal, oui, de donner votre lecture. D'ailleurs, peut-être avec, si je peux me permettre d'avoir avec deux questions préalables, j'ai relevé dans les propos de Constantin, un terrain disponible pour un élu, c'est quoi? Un terrain disponible. Très bien. Oui, un terrain disponible, c'est quoi? Un terrain disponible dans une ville, en tout cas dans la mienne, c'est un terrain qui suscite beaucoup d'envie de toutes sortes. C'est un terrain qui est souvent apparemment dévolu d'abord à une opération de promotion qui est souvent dans ma ville concertée, hein, parce que Bagneux est une ville qui cherche à contrôler de façon le plus possible démocratiquement et à éviter la spéculation foncière, mais quand même. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les citoyens qui repèrent des délaissés dans la ville ou des terrains et qui disent là, ce serait bien qu'on fasse une ressourcerie. Et ça, c'est un très vieux projet que nous avons dans la ville, que je porte dans l'équipe municipale, mais il y a plein d'associations autour, au moins depuis 2008, et qui ne se réalisent jamais parce que les terrains sont toujours disponibles pour autre chose qui sont plus dans les circuits économiques. Et puis, donc ça c'est la question préalable. Donc, moi je suis maire adjointe, donc je suis élue, et je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui, puisqu'on parle de démocratie, donc finalement... On peut encore avoir des élus quand on parle de démocratie, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais bon, c'était pour rire. Mais en tout cas, j'ai choisi la délégation, quand j'ai voulu intégrer cette équipe, d'espace public. Parce que pour moi, l'espace public, c'est vraiment un lieu important pour la démocratie de proximité. Les personnes s'éloignent de cet espace public. Comment équiper l'espace public me semble en dehors des questions architecturales que je ne maîtrise pas, mais en termes d'élus qui cherchent à rassembler et à faire fonctionner une démocratie la plus participative possible, parce que c'est la volonté de la municipalité actuelle à Bagneux. Et donc, cet espace public me semblait une très très bonne entrée. Ensuite, il y a une entrée qui est celle de la présence du végétal et de la nature en ville, avec la culture, l'agriculture urbaine, avec ce terme de culture
qui est quand même passionnant en termes de sémantique, puisqu'il s'agit aussi bien de la culture de la pomme de terre, où toutes les cultures du monde peuvent se retrouver, et on voit combien autour d'un jardin, bon, c'est basique, enfin c'est aujourd'hui très, très bateau de dire ça, mais quand même, autour d'un jardin, il y a une vraie cohésion sociale qui se crée, et avec toutes sortes de cultures différentes. Donc moi, je suis toujours très étonnée, on n'entend pas assez ce que ce terme porte d'espoir quand même pour des corps sociaux qui sont fragmentés, découpés, dont on exacerbe sans cesse les différences et les clivages, et qui naturellement se retrouvent autour d'un jardin. Donc aujourd'hui, la nature en ville a un vrai rôle finalement de préservation de la biodiversité et de notre subsistance sur cette planète, mais également aussi un rôle réel de démocratie. Et l'espace public est un vrai tiers-lieu. Il y a la question des interstices aussi, qui m'a amené petit à petit à rencontrer le projet Urban et Constantin, puisque il y a dans la ville quand même en attendant que ça devienne une gestion dynamique du patrimoine de la ville, comme je peux l'entendre aussi, je comprends, hein, dans l'équipe municipale à laquelle j'appartiens, c'est quand même des lieux où tous les gens passent devant, il ne se passe rien, et les gens ont besoin d'espace. Donc on a commencé par faire des jardins partagés, qui ont commencé à pas mal fonctionner, mais les habitants souhaitaient plus. C'est là où j'ai rencontré donc, le projet Urban, il y a longtemps. Moi-même, j'ai mis du temps à intégrer cette démarche dans ma propre conscience, puis dans la propre équipe municipale. Et puis, j'ai retrouvé Constantin au moment de l'Agrocité. Donc, il parle de son expérience sur l'Agrocité que nous avons été visiter avec l'équipe municipale de Bagneux. Et puis, bon, effectivement, c'est vraiment un sujet démocratique, puisque cette Agrocité, insérée dans une opération en rue, est appelée à déménager beaucoup plus vite que prévu. Mais nous, à Bagneux, nous n'en étions pas là, mais nous avions besoin, effectivement, d'un architecte qui puisse mettre en œuvre un projet citoyen. Nous sommes une ville qui a un écoquartier au nord en projet, avec 2 stations de métro qui arrivent, donc une mutation profonde. Au sud, une sortie d'opération en rue également, sur un quartier social difficile. Bagneux, c'est un peu ça, c'est 68% de logements sociaux, c'est vraiment des questions importantes de démocratie et de communauté voilà. Et donc, nous avions un tissu associatif très fort qui réclamait des terrains et qui n'arrivait pas je sentais qu'il y avait une fragilité côté associatif et une fragilité côté mairie pour arriver à ce que les choses se maillent. Et du coup, c'est là où la démarche de Constantin était très intéressante, puisqu'il parle de construire les choses par le bas. Donc voilà, donc nous avons commencé à travailler ensemble sur Bagneux pour des projets de transition citoyenne, écologique, des lieux de résilience dans la ville, mais on n'est pas pour le moment sur une agrocité, mais plutôt sur plusieurs lieux. Ça commence par des jardins. Ça commence par des jardins avec des cabanes, avec des lieux. Enfin, ça commence dans le projet, hein, avec des lieux où on peut se retrouver aussi l'hiver. Et puis surtout une construction, une co-construction. Je ne sais pas s'il y a une photo. Voilà. Oui, il y a une co-construction avec les citoyens associatifs de Bagneux. Une volonté de la maire de Bagneux, Madame Marie-Hélène Amiable, effectivement très intéressée par la transition, je dirais, citoyenne, encore plus qu'écologique. Mais pour moi, c'est l'occasion de pousser aussi les questions de culture, de nature en ville, et les choses se mettent en place. Et là, il y a une autre chose qui rentre en jeu, c'est le travail de co-construction avec une équipe administrative ville, une petite ville de 40 000 habitants, hein, voilà. Et puis l'atelier d'architecture et les habitants. Et Constantin anime des réunions de co-construction. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on a besoin comme bâtiment, etc. Et puis, on a repéré avec les citoyens, ça, ils l'avaient repéré bien avant, tous les terrains dont ils avaient besoin. Et puis, on a trouvé un premier terrain sur lequel on peut démarrer quelque chose. Et on est en train de construire le projet. Et là, il y a une vraie importance du travail aussi
d'essaimage et d'acculturation entre le personnel administratif municipal et AAA. Et il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a aussi un intérêt de tiers-financement. Parce que pour des projets comme ça, c'est vrai que dans le processus, travailler avec AAA, c'est pour l'administration, pour la ville, mettre une enveloppe qui va être complétée à même hauteur dans le montage du projet par une enveloppe qui va venir de financement AAA, et aussi la capacité pour l'agence, tout à l'heure on a entendu parler de la R&D, mais dans le cas de AAA, c'est la capacité, alors pour les porteurs de projets qui seront après, les gestionnaires, pour les associations qui ont des projets. Je pense au projet de ressourcerie que je porte moi-même depuis longtemps avec l'association, mais il n'y a pas de moyens pour porter. Il y a beaucoup de choses sur le terrain, mais on ne peut pas être à la fois sur le terrain et capable de monter un dossier de subvention européenne. Ça, tout le monde le comprend ici. Et là, du coup, nous avons une ingénierie de projet avec AAA qui permet à ces associations de devenir des acteurs et plus largement, et ça c'est aussi un souci du maire, de faire entrer des citoyens également. Donc nous sommes vraiment dans ce tiers-lieu de démocratie aussi, cette démocratie participative qui se construit autour du travail d'un architecte. Ça c'est très beau, parce que finalement, quelquefois l'architecture s'éloigne trop de la démocratie, parce que le bâtiment arrive comme ça. Il y a voilà, je fais vraiment ce geste. Et dans la ville, nous avons bien d'autres lieux où les choses arrivent comme ça. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour le moment, en sachant que je pense profondément que finalement l'histoire se fait, l'histoire avec un grand H, se fait aussi par l'occupation et la métamorphose ce que j'appelle des interstices, des lieux locaux, du local, et petit à petit, dans un projet comme ça, en construisant, on arrive à avancer sur ce sujet de transition écologique, citoyenne et énergétique. Et merci de m'avoir écouté, parce que je ne suis qu'élue. Merci. Voilà. Est-ce que je peux poser une question à Constantin? Qu'effectivement, c'est vrai que l'agence AAA apporte une solidité dans l'expérience en matière de co-conception, co-programmation. Poser une question sur les origines de cette méthode que vous utilisez, qui est très mature. C'est compliqué. Les origines... Il faut de la méthode. Il faut de la méthode et de la théorie. Oui. Les origines, on s'est posé beaucoup de questions en fait à partir de 2000-2001 quand on s'est constitué. Moi, je venais d'aménager, d'acheter un appartement dans le quartier La Chapelle, et j'ai découvert un quartier très difficilement fréquentable. Et donc, j'étais prof à Malaquais, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Je dois enseigner sur l'espace que je vis, que je dois vivre tous les jours. Donc, on a commencé à étudier avec mes étudiants le quartier La Chapelle. On a découvert, en fait, mis à part les problèmes inhérents dans le quartier qui étaient très mal connotés, très mal vécus et avec plein de problèmes à l'époque, on a découvert pas mal de richesses culturelles, de vie sociale, etc. Et petit à petit, on a essayé d'imaginer des stratégies. Comment financer, comment cofinancer, comment obtenir un terrain en usage temporaire, voire avec des installations nomades, etc. En fait, on a beaucoup expérimenté pendant les premières années. On s'est mis même un peu en marge. Donc, à l'époque, j'ai eu pas mal d'anciens collègues de Malaquais qui m'ont demandé « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et donc, à l'époque, je vous rappelle que déjà, Bouchon, il ne faisait pas encore l'architecture participative à l'époque. Il le fait depuis que quelqu'un de chez nous il est allé travailler avec lui. En fait, c'est comme ça qu'on apprend des choses. Quand on fait notre métier, c'est comme ça qu'on apprend un peu les sinon, il était disséminations. Bien, mais il faisait d'autres choses avant nous. Et à ma connaissance. Et puis, il connaissait le travail de Léon Krier, évidemment. Et donc, on a testé des tactiques, en fait, qui étaient des réponses très simples. Comment faire ça avec très peu d'argent? Donc, on a fait du recyclage. Donc, il y a même la directrice d'une école qui nous a prêté sa bagnole pour transporter le gravier qui était sur les friches ferroviaires à côté. Juste pour vous dire, en fait, c'est beaucoup de face-à-face. Et petit à petit, on a mis en place une méthodologie. L'autogestion, on ne la connaissait pas. Donc, on l'a découvert comme un outil formidable. Le fait de donner des clés sur des espaces, ça, personne ne le faisait pas. On a étudié, on a trouvé les bonnes assurances, etc. En fait, petit à petit, on a réussi à construire une méthodologie qui est valable, en fait, qui donne des résultats durables. Donc, les projets qu'on a mis en place à partir de 2000 ans, ils sont toujours en fonctionnement, ils sont autogérés depuis des années, ils ont disséminé.
Et donc, on s'est construit une méthodologie, mais qui est adaptable, en fait. Mais Il n'y a cher pas de Constantin, recette. dans cette méthodologie, comment vous gérez le besoin les ressources dont vous avez besoin en droit, en économie, en montage de projets, dans une agence d'architecture? Comment vous gérez ce On besoin n'est pas infaillible non plus. Donc, d'un point de vue, on sait financer nos projets. Parfois, par exemple, pour le projet à Colombes, pour chaque euro de la ville de Colombes, nous, on a mis 5 euros. C'est-à-dire qu'on a trouvé, eux, ils ont mis 240 000 euros, nous, on a trouvé 1,2 million. Mais c'est de l'argent public, privé qu'on s'est trouvé. D'un point de vue de droit, on croyait qu'on sait faire. Et on a constaté qu'on s'est fait un peu avoir. C'est pour ça qu'on a les soucis qu'on a avec la grossité. Ben, on a vu des avocats, on améliore la chose. C'est des outils qu'on met en place et qu'on améliore petit à petit. Oui, mais vous manipulez effectivement des savoirs, des ressources, en effet, dans ces différents domaines. Oui, avec différents des domaines économies. qui dépassent de très loin la maîtrise d'œuvre. Oui, Qui dépassent de très loin la maîtrise d'œuvre. ça dépasse de là. On fait aussi de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est un sujet qu'on va peut-être aborder. Ouais, justement, vous avez un peu cette question, c'est qu'effectivement, on voit bien que là, l'architecture, c'est plutôt une architecture aux ressources et qu'elle est un peu prétexte à une vision qui est beaucoup plus large et qui a des visées sociétales aussi importantes. Et c'est un peu l'action que je voulais poser, c'est effectivement comment vous définissez aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une agence d'architecture ou effectivement, là, on voit bien qu'il y a vous avez inventé, entre guillemets, presque un métier à part entière, quoi. En fait, ce n'est pas une agence, en fait, c'est une asso. En fait, Bonne réponse. Pardon? C'est une bonne réponse. Oui, donc c'est comme Architectes sans frontières, jusqu'on agit dans nos quartiers. Donc c'est une asso non-profit. On n'a pas inventé un nouveau métier. Je crois qu'on a refondé, on est en train de refonder pour nous-mêmes le métier d'architecte. Donc avant, j'ai travaillé dans des agences. Et d'autres qui m'ont dit, bon, quand je finis une charrette, je fais un peu quelques revues d'archi. Et moi, d'un point de vue intellectuellement, ça ne me satisfait pas du tout, en fait. Et je sais par ailleurs que les revues d'archi s'intéressent que les archis. Et donc, moi, j'ai des amis sociologues, anthropologues, philosophes, de très haut niveau. Eux, ils trouvent que ce qu'on fait de l'architecture, et dans les revues d'architecture, il y a très peu d'architecture, en fait. Il y a de beaux bâtiments, etc., mais de belles façades, avec des photos sans personne dedans, pour faire encore plus beau. Mais nous, on a des photos avec surtout des personnes dedans. Le bâtiment, c'est pas qu'on s'affiche, il doit fonctionner bien, et l'esthétique, c'est juste après l'éthique, hein, c'est pas avant. Merci. Un dernier mot avant de passer la parole. C'est vraiment, on a vraiment affaire à un savoir d'architecte quand on travaille avec Constantin Petcou. Il construit quelque chose et on a énormément besoin dans ces projets de dur aussi. Enfin voilà, il faut un bâtiment. Et je pense que la conception de ces bâtiments est aussi, même si c'est pas, si ce n'est pas archi dominant dans tout ce qu'il a décrit comme travail, c'est quand même seul un architecte peut faire ça. Oui, c'est un savoir d'architecte, mais ce n'est pas une structure classique d'agence d'architecte. Peut-être on peut en rester là parce que nous devons avancer, mais je pense que c'est un débat que nous allons avoir encore dans la journée. C'est une belle blague. Juste pour vous dire, on est arrivé à Colombes et il y avait des habitants qui ne voulaient pas d'architecte. Ils disaient, on ne veut pas d'architecte. Ils veulent construire beaucoup en béton pour beaucoup d'argent. Plus c'est grand, plus ils gagnent. On a dit, mais nous, on ne veut pas absolument construire. On veut être architecte, mais différemment, pour qu'on dialogue avec eux. Donc, on est des architectes pour eux, quoi. Vous voulez, j'imagine, présenter? Alors allons-y. Oui, non, effectivement, le temps nous presse un petit peu. Donc maintenant, c'est donc Loïc Daubas de l'agence Daubas Bellenfant et Samuel Dugelet qui vont nous présenter une autre expérience dans un contexte géographique et humain tout à fait différent. J'imagine que vous avez quelques images. Donc est-ce qu'on peut lancer? Merci Stéphane. Vous avez la télécommande qui va avec tout ça? Bien. Logiquement, c'est un petit film. Sur un seul site, à savoir celui de l'école Félix Leclerc. C'est le pôle enfance de Bouvron. Le grand tournant du projet sera l'adoption d'une nouvelle méthodologie importée du Canada, le processus de conception intégrée. Contrairement à la méthode traditionnelle, dans le PCI, la démarche est globale. Les usagers sont au cœur de la conception. C'est un processus collectif où parents, enfants, enseignants, élus, personnel des écoles et personnel d'animation et technique, architectes, ingénieurs, sociologues, économistes, se retrouvent en atelier animé par un facilitateur. Le PCI, c'est un processus de conception intégrée. Dans le processus, il y a le fait qu'il y a une démarche dans le temps avec des étapes et des méthodes
conception parce qu'évidemment on conçoit un nouveau bâtiment et intégré parce qu'on réunit toutes les parties prenantes qui sont concernées par un projet, experts et non experts. Après, quand même pas mal de temps passé aux échanges, on avait bien les choses en tête, entendu tout ce qui s'était dit, toutes les attentes qu'il pouvait y avoir autour de cette école-là. Et il y a un moment, effectivement, où l'idée du projet est venue et a émergé, on a pu la dessiner, et même si ce n'était pas exactement le bâtiment sous sa forme actuelle, les éléments essentiels étaient là. Par rapport à sa compacité, cette grande toiture qui le recouvre, ces murs épais en terre qui viennent répartir les espaces, la grande circulation longitudinale, l'amplitude des circulations larges qui permettent d'accueillir du monde, d'avoir de bonnes conditions de confort, de se sentir bien, à l'aise, de ne pas être serrés les uns sur les autres. Tout ça, effectivement, le premier jet du projet tel qu'il est venu, c'était ça déjà. Après, sa mise en forme particulière a beaucoup évolué pour arriver à sa forme actuelle. Elle est superbe, elle est chaude déjà, parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très chaud dehors, mais à l'intérieur on est bien. Elle est grande. Les volumes en fait, c'est très spacieux et c'est chaleureux quoi. Donc du coup ça donne envie de retourner à l'école. La luminosité des classes, la hauteur de plafond, le fait que les toilettes soient à l'intérieur, plein de choses qui fait qu'à notre époque c'était un peu moins agréable on va dire. Je pense que les conditions sont réunies pour faire un bon début de scolarité en tout cas. Ouais. Je dirais très moderne, en même temps avec une conception ancienne. C'est vrai qu'au départ, quand on a vu que c'était un hangar, on s'était interrogé. On s'est dit quoi, une école, un hangar, et puis au fur et à mesure, on a été conquis par le projet, bien entendu. Quand on est arrivé, on avait l'impression d'avoir 5 à 10 élèves en moins dans la classe. Tellement l'acoustique est bonne en fait. Donc ça nous a vraiment marqué par rapport à la sonorité, oui. Et après oui, étant donné que l'acoustique est meilleure et de bonne qualité, les enfants baissent le ton, donc c'est vrai que c'est très agréable, oui. Ils sont plus calmes. Voilà. Ouais, on avait un programme qui datait déjà de 4-5 ans quand on a démarré, et on a eu une grosse augmentation de population d'ici entre-temps. Et on s'est retrouvé en fait avec un programme qui n'était plus du tout en phase avec nos besoins. Et c'est le PCI qui nous a permis effectivement de nous rendre compte que le projet qu'on avait était déjà un projet qui était périmé et qui n'était pas du tout au goût du jour. Et donc sans le PCI, je pense qu'aujourd'hui on serait déjà étendre la nouvelle école. Voilà. Alors, dans notre équipe, on a un rôle qui n'est pas tout à fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque cela voudrait dire qu'on est sur une des parties prenantes. On est bien dans une assistance à l'équipe projet. Et on a amené une triple compétence. Il y a une compétence de facilitation que je possède, puisque j'ai été formée pour le faire. On a une psychosociologue qui intervient sur le regard précis de la qualité d'accueil auprès des enfants. Et donc, il y a vraiment ce regard très spécialisé. Et puis, parce qu'on ne peut rien faire tout seul, organiser des ateliers pour une trentaine de personnes suppose beaucoup de logistique. Et dans l'équipe, on a 3 personnes au moins qui s'occupent de la préparation logistique, du lieu, du matériel. En fin de compte, un atelier, c'est la pointe de l'iceberg. C'est à peu près 1/10 du temps qu'il faut pour préparer l'avant et l'après, pour que ça fonctionne et que ce soit efficace. L'un des apports vraiment forts du PCI, ça a été de pouvoir accumuler des connaissances qu'on n'avait pas forcément l'habitude, ou on n'avait pas l'occasion de les acquérir, grâce par exemple à l'apport de Véronique Girard, psychosociologue, qui nous a permis de nous interroger sur les différents usages à mettre en dynamique dans une école, en s'interrogeant par exemple sur la qualité des circulations, de quelle manière les parents rentraient dans les classes avec les poussettes, comment on allait créer ce seuil par le vestiaire qui permettait de faire le passage de témoin entre le parent et l'instituteur. Comment une classe s'organise entre des espaces de tableaux, des espaces de coins calmes. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a réussi on a proposé de créer avec un petit igloo en terre, là, un petit coin calme, un endroit qui permet aux enfants de s'isoler sur 10 minutes, d'avoir un petit temps de lecture qui lui permet de se retrouver lui-même. Et donc on est sur une vision totalement dynamique de la classe, on n'est pas sur un temps d'apprentissage, on va dire unilatéral, enseignant-enfant, mais sur un temps à la journée où il se passe de
multiples actions, événements, et l'enfant peut passer d'un espace à l'autre et être totalement acteur dans la classe. Il y a un effet pédagogique, d'abord sur le développement durable. On a utilisé des matériaux qui proviennent du chantier, c'est la terre du chantier. Donc on ne l'a pas évacué, on l'a utilisé, et c'est un matériau qui a fait ses preuves en termes de qualité hygrométrique notamment. Donc c'était très intéressant de l'utiliser, ça nous a permis justement nous aussi de mettre la main à la pâte, puisqu'avec ma propre classe, mes élèves de CP, nous avons fabriqué quelques briques, donc ça a donné davantage l'envie aux enfants de venir dans ce bâtiment parce qu'ils y ont participé, ils ont participé à leur petite échelle à sa construction. C'est vrai qu'on imagine l'école comme un support pédagogique. Et donc on imagine, on espère et on souhaite que les enseignants puissent démultiplier ce qu'on a proposé et s'inscrire totalement dans ce qu'il offre. Et donc par l'usage de la terre crue, par l'usage du bois, par la manière dont ça répond aux espaces extérieurs comme les moutons par exemple, et que l'enseignant ensuite se saisisse de tout ça et de manière totalement dynamique puisse interagir avec son propre enseignement. La problématique à l'origine du processus visait à rassembler les élèves du public et du privé sur le même site. C'est désormais chose faite. Le restaurant de l'école, l'accueil périscolaire et le centre de loisirs cohabitent facilement. Avec la rénovation et l'extension des bâtiments anciens, le groupe scolaire de Bouvron a été entièrement revisité. On peut tous revendiquer la construction et la réussite de cette école, car tout ce qui a pu être emmagasiné, entendu, compris lors des ateliers de PCI, finalement c'est comme un tricot. On a maillé tous ensemble avec tous ces paramètres compris, et au bout du compte, on a une œuvre commune, et je mets au défi quiconque d'affirmer la paternité de telle ou telle chose. C'est vraiment un bâtiment qui démontre le fait d'avoir réalisé un travail commun, et donc c'est bien une production commune qui est aujourd'hui visible et partagée et vécue par tous les enfants. Ce que je peux ressortir de plus flagrant du PCI, c'est que je suis en contact tous les jours avec le directeur de l'école, par téléphone, par mail ou SMS, et à peu près tous les jours il me dit que le projet est parfait et qu'il n'y a rien acheté, et que c'est la première fois qu'il fait un projet où il ne verrait pas quoi changer dans ce projet-là. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grande victoire qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est un projet qui est en tout point conforme à ses attentes. Merci de ce petit film et merci en particulier d'avoir effectivement donné la parole à Marika Frenette qui effectivement implémente, on dirait en canadien, ces méthodes sans lesquelles, c'est le sujet du projet qui nous occupe, sans lesquelles effectivement il est très difficile de remonter dans la programmation d'un équipement public scolaire. Je crois que c'est un des sujets. L'autre sujet est bien sûr le rôle de la terre avec Samuel Bugelet. Je ne sais pas dans quel ordre tu veux qu'on commence les choses en revenant sur ce projet. Moi je voulais juste préciser 2-3 choses. Pourquoi on voulait vous montrer le film, c'est que dans cette belle idée de la démocratie, un projet il se construit avec beaucoup de personnes. Donc là, on n'est que 2. Donc on a essayé d'amener tout le monde vers le film et que vraiment ce projet soit le reflet de l'investissement d'une communauté. Cette communauté qui avait peut-être un petit peu de mal quelquefois à décider ensemble de cohabiter. Vous avez compris que le premier élément à mettre en œuvre, c'était le fait d'imaginer que 2 écoles, une privée et une publique, en Bretagne c'est des choses qui sont assez marquantes, puissent utiliser les mêmes espaces. Alors pour les enfants ça pose pas de problème, pour les citoyens des fois un peu plus. Donc l'enjeu il était là, et donc les élus ont souhaité mettre en place cette co-construction, c'est vraiment le terme qu'il faut retenir, pour qu'il y ait une réflexion partagée, commune, qui permette d'aboutir au projet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un processus qui rentre dans un cadre réglementaire de marché public. Alors, je ne cache pas qu'il y a toujours un petit peu quelquefois des adaptations à mettre en place pour que ça puisse se faire. Il y a un projet qui évolue beaucoup, mais c'était l'enjeu. L'enjeu, c'était de mettre en place un dispositif où on était capable de faire avancer le projet du début à la fin. Et donc, autant à les phases de conception, donc ça dure à peu près 1 an,
sur la phase de concertation, avec, je crois, on a fait 6 à 7 ateliers, 30 à 35 personnes, hein, du chauffeur de car à l'ADSEM, aux parents d'élèves, à l'élu évidemment. Et puis aussi dans les phases chantiers. Et donc là, c'est pour ça que Samuel est là, il n'est pas dans le film, donc c'est comme ça que c'est-à-dire que tout est compris comme un processus. Et donc, tout à chacun, à un moment dans ce processus, peut intervenir et peut y apporter son point de vue, son savoir-faire, sa méthode. Mais justement, j'aurais une première question à poser à Samuel Bugelet. Oui, dans ce processus qui est éminemment plastique, et comme par hasard, c'est la terre qui fait le liant. Je vais raconter une anecdote à l'arrivée Baudouin. Je devais raccourcir ce texte parce que c'est pas très beau, mais quand j'ai vu votre nom, Samuel Bugelet, on pouvait rien enlever. Il y a entreprise, maçonnerie, MacJo, formation, conseil, maîtrise d'œuvre, construction, terre crue. Comment vous définiriez votre propre métier? 4 lignes. Ouais, en fait, ce que bon, j'avais... presque BET, mais c'est parce que ça va dedans. Qu'est-ce que c'est que quel est votre métier? En fait, j'ai pas un... Enfin, je suis maçon. Mon métier, c'est maçon. Hein. Que ça soit clair, ouais, je suis artisan. Après, c'est vrai que j'ai profité de travailler sur une matière qui a plein de potentialités pour en fait faire tous les métiers autour de cette matière-là. C'est-à-dire que je fais aussi de la maîtrise d'œuvre, je fais de la formation, je fais pas mal de recherches, je fais de la normalisation, etc. C'est vrai que, enfin, moi j'ai fait ce choix parce qu'être que maçon c'est pénible, être que intellectuel c'est pénible. Je suis intellectuel de formation et je suis maçon après dans ma carrière en fait. Et j'ai fait beaucoup de projets de développement. Vous présentez Hervé Baudouin après. Hein, pour... Voilà. Non, parce que c'est comme ça, c'est du caractère. Moi, j'aime bien faire plein de choses et je suis spécialisé sur une matière plutôt que sur un métier. Mais dans un chantier comme celui-ci, tout a été mobilisé. Alors sur celui-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a beaucoup, enfin sur ce projet, ce qui était vraiment intéressant, et c'est ce que Loïc met en avant. En fait, on se connaît depuis ce projet, on se connaissait pas avant. Donc moi, j'ai répondu à l'appel d'offres. On a fait de la formation, de l'insertion sur le chantier. On a fait les murs, donc on a été maçon. Et puis petit à petit, on a développé vachement d'interactions sur qu'est-ce qu'on va réaliser avec cette terre-là. Eux, ils avaient des envies en tant qu'architectes, des contraintes. Nous, on avait une matière. Et donc, comment on peut répondre? Et puis, la réponse, on l'a fait ensemble. Voilà, moi, j'ai dit, on peut faire ça. Et puis, en face, il y avait, non, mais ça passe pas, ça, pourquoi pas, ça, au niveau des délais, etc. Et du coup, c'est tout ce travail d'aller-retour entre l'artisan et le maître d'œuvre que je trouve très intéressante. Et c'est vrai que c'est quelque part... des fois, on est un petit peu dans l'équipe de maîtrise d'œuvre limite. Enfin, il y a une espèce d'échange. Depuis, on bosse ensemble sur plein de réseaux pour faire avancer un peu toutes ces problématiques sur les matériaux locaux et notamment sur la terre. Et puis après, oui, je fais. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre là-dessus? Formation, conseil, maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est ça. C'est bien. Et puis après, si on a fait une école avec les enfants. Enfin, on n'a pas fait l'école avec les enfants, on a fait une cabane en fait. Ils ont produit des briques, etc. Ils ont fait une cabane, une belle cabane en terre avec toutes les techniques de construction en terre. Et on a fait bosser combien de gamins? Toutes les classes. Hein. Il y a, je sais même plus, je crois qu'il y a 11 classes. Enfin, j'ai jamais géré autant d'ouvriers. De petits minous. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et c'est ce que je pense qu'on peut comprendre, c'est qu'à partir du moment où le message il est entendu, il est démultiplié. Et la finitude, elle n'est surtout pas de construire un bâtiment, elle est de proposer un espace, un lieu à habiter, à vivre, et avec tous ces prolongements. Et c'est vrai que dans le film, là, c'est la cabane qui était en construction, hein, quand on voit les enfants manipuler les briques. Donc ça, c'est une décision qui a été faite par le directeur à la suite du chantier, en se disant on prolonge, on a envie de continuer. Et c'est ça qui nous importe, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une synergie qui se met en place, et c'est un peu notre boulot, je dirais, de la démultiplier, mais c'est surtout ensuite de la laisser vivre et de permettre qu'elle puisse complètement s'épanouir dans le cadre qui a été disposé, quoi. Non. Effectivement, on a fait un texte dans le Nouvelle Richesse parce que ce projet fait partie du terreau. Donc il y a des images dans la salle au fond et il est présent dans le bouquin, mais il est moins présent que d'autres projets qu'on a plus détaillés. Et on a choisi l'image des enfants qui se passent les briques là pour illustrer le texte manifeste là au début. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le choix, des choix de commissariat qu'on a pu faire notamment dans ce projet, c'est effectivement, on sent qu'il y a une énergie absolument considérable parce qu'on parle toujours de partage, de concertation.
Ça fait quand même 40 ans qu'on parle de concertation, qui est une sorte d'illusion et souvent d'imposture, en fait, pour dire les choses. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment la participation au final? C'est-à-dire, là, je trouve qu'il y a une illustration qui est magnifique et qui, en plus, du point de vue de l'architecture, pose un certain nombre de questions, moi, qui m'intéressent, qui fait qu'on voit qu'il y a un parti extrêmement radical urbanistique, le rectangle qui vient finir, l'îlot, qu'on voit très bien dans le film, d'ailleurs. C'est une architecture qui, par exemple, si j'ai bien compris, qui a été faite de manière un peu collaborative, comme ça, il n'y a pas de façade. C'est-à-dire que c'est pas une architecture qui s'adresse par la façade à l'espace public. Elle a une présence qui est cette architecture industrielle, là. Et puis on sent qu'après, la question, c'est l'intériorité, quoi. Et je trouve, je dis pas que c'est un modèle, en tout cas, je trouve que ça interroge, en tous les cas, d'un point de vue strictement architectural. Mais c'est assez intéressant en même temps, parce qu'on voit que là, tout d'un coup, on a retourné, on a conçu les choses par l'intérieur, quoi. Et les gens parlent de l'intérieur, ils disent pas il y a une belle façade. Et en tout cas, c'est une piste de travail qui est fascinante. Ouais. Mais dans ce cas, comme dans le cas du projet AAA, nous sommes en présence d'architectes qui, effectivement, reparlons de Marika Frenette, il y a une méthode. Effectivement, tu dis, depuis 40 ans qu'on parle de participation, il y a des méthodes, il y a une méthodologie, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a une véritable expertise et un déploiement de méthodes à mettre en place. Et alors, deuxième chose aussi, dans les deux projets, moi je pense, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce qu'il y a un autre débat sur la question du politique, du rapport au politique. La démocratie va quand même pas très bien, de manière générale. Il me semble que ça peut être un constat, en tout cas on peut en discuter, mais nous c'était notre sentiment. Et donc à chaque fois qu'il y a des occasions comme ça, qui sont très savantes, parce que ce que dit Constantin, il en a pas bien parlé, mais je peux en témoigner, parce que nous on a découvert son travail et on était absolument fascinés. C'est-à-dire, par exemple, un moment où la profession est quand même complètement fascinée par la technologie, les pseudo-innovations, etc. Donc on fait des écoquartiers avec des machins, quoi, le dispositif, quoi. C'est-à-dire que comme si la technique allait nous sauver, quoi. Donc moi je suis pas technophobe. Évidemment, il y a des questions techniques qui sont importantes, on vient d'en parler sur la question du savoir-faire. Mais à un moment donné, c'est clair que les questions, les enjeux environnementaux, par exemple, ça passe. Le message, c'est que ça passe d'abord par la question démocratique. C'est-à-dire ça passe d'abord par une interrogation sur comment on échange avec les gens, comment on débat, comment on décide collectivement, comment on change le mode de vie, le rapport entre l'individu et le groupe, etc. Donc des choses un peu basiques de la culture politique qui, chez Constantin, est extrêmement savante et en plus, je dirais, internationale, c'est-à-dire que c'est pas simplement un truc franco-français, et qui gagnerait à être mieux connu et mieux diffusé. Et je pense que les projets d'architecture sont une occasion pour parler de ça, à chaque fois, pour parler de politique, quoi. Et je pense que du coup, pour moi, le basculement, il se fait justement dans la place de chacun. C'est que tous les acteurs, on les connaît, mais tels qu'ils sont dans le processus classique, ils ont une sorte de segmentation qui fait qu'on a un cadre établi stérile. Et c'est vrai que c'est bien cette place-là qu'il faut questionner. J'entendais des mots autour du tiers-lieu, mais je parlerais aussi de tiers-état. C'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça, il y a une forme de révolution qui se fait. On a peut-être un peu attendu que l'architecture pour le prince ou le pouvoir se détache de cette production et qu'on puisse enfin arriver à une production partagée où on a tous notre savoir-faire. Il est essentiel. Samuel, s'il n'était pas là, on n'aurait pas réussi. Mais par contre, il est compris. Et du coup, il donne une nourriture, je dirais, à l'ensemble qui dépasse largement la question propre du construit et du coup qui permet une compréhension complète, qui permet d'avoir des prolongements qu'on ne soupçonne pas parce qu'on a mis en place un terreau. Et moi, j'étais très bien dans le terreau pour ça. C'est que vraiment l'image qu'on se donne de pouvoir permettre ce substrat et d'être parmi ceux qui ont peut-être arrosé, mais on a été vraiment tous à planter, quoi. Et à semer. Et c'est vrai que je pense que pour moi, c'est la question de l'architecture du XXIe siècle, c'est la place de chacun. L'architecture Star System, moi je ne m'y retrouve pas du tout, et je pense qu'elle a fait beaucoup de mal. Et là, on retrouve un élément qui va complètement, pour moi, participer à la reconstruction de la démocratie, où on comprend les enjeux, et où, que ce soit de l'enfant dans le cadre d'une école, des parents d'élèves ou des enseignants, on a comme ça un témoignage d'une co-construction qui va continuer quand même très longtemps, quoi. J'aimerais rajouter aussi, je suis tout à fait d'accord, en fait. Je crois qu'il faut
trouver les moyens et la méthode, mais c'est pas la méthode, il faut trouver les moyens pour que les gens trouvent leur place. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas la place, qui sont exclus par la société. En fait, on vit dans une société qui est très exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut les gens. Il y a des retraités avant le temps, il y a des étudiants de longue durée, il y a des chômeurs, etc. En fait, tous ces gens-là, ils sont désubjectifés, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et donc, il faut des lieux où ils peuvent se réinventer. Ils peuvent retrouver leur place. Et donc, ce type d'espace, le vôtre, je crois qu'à la Grossité, c'est exemplaire parce qu'il y a des gens de tout horizon culturel, social qu'on peut voir. Et aussi, ils peuvent petit à petit prendre des responsabilités, donc ils deviennent des vrais sujets pour les autres. En fait, c'est une sorte d'empowerment, comme disent les Anglais. Donc et ça se passe dans la joie. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc il y a une forme de jouissivité en fait à mutualiser les choses, à consommer moins d'eau, à faire attention à l'électricité, etc. Et c'est ça la transition citoyenne. En fait, c'est celle qui est portée par tous les gens, mais de manière pas contraignante, comme Agenda 21, machin, ça vient par le haut, comme dit Pascal, mais aussi qui est portée et découvert par tous les autres et partagée. Et c'est aussi une manière de créer des transversalités entre les cultures, entre les religions, etc. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est un peu aussi marquant et peut-être ce qui nous relie, c'est qu'on a un métier de prof. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des choses où l'envie de la médiation, l'envie de proposer et de faire comprendre. Ça, c'est aussi des éléments qui marquent. Je pense que c'est dans les méthodes aussi. Inconsciemment, on est là aussi avec ce souci d'amener quelque chose qui puisse être compris, qui puisse être intégré, et du coup qui peut ensuite voilà, se déployer, quoi. Moi, c'est vrai que mon regard que j'ai en tant que non-architecte, donc maçon, entreprise de réalisation, enfin, pour moi, le rôle de l'archi, il n'est pas... Enfin, voilà, je pense qu'on est beaucoup être d'accord sur les différents aspects de l'architecture, mais sur ce côté... il n'y a que l'archi qui peut permettre, je pense, dans un processus de construction, qu'il y ait une réelle relation et que chacun ait sa place. Enfin, pour moi, c'est vraiment le rôle profond de l'architecte, c'est ça, c'est de mettre en relation des gens qui ont des compétences. Et moi, je me retrouve dans des projets comme ça, parce que justement, j'ai ma place en tant que faiseux, en tant qu'artisan, comme les autres ont leur place. Et là, il y a un dialogue qui se crée, et je trouve que ça fait des beaux projets. Quand je me retrouve à répondre à des appels d'offres où il n'y a pas ça, où je suis en entreprise, où ça passe par des contrats, les projets, ils sont ratés. Enfin, je pense que l'architecte a vraiment un rôle là-dedans, sur cette synergie qui est créée. Dans une conduite de processus et pas dans une livraison de produits. Je suis tout à fait d'accord et je crois que ça relie à ce que disait Frédéric plus tôt. En fait, l'architecte et l'urbaniste, ils ont des grandes responsabilités là-dessus. Donc, à propos de la démocratie telle qu'on l'a héritée, elle coûte très cher. Elle coûte cher à l'État, elle coûte cher à la municipalité, etc. Et donc, il faut réinventer d'autres modèles d'espace et d'autres modèles de gestion démocratique de ces lieux pour que les gens s'approprient en fait, et que c'est eux qui le portent, sinon c'est intenable. La démocratie coûte de plus en plus cher, plus de prisons, plus de machins, etc. Et on va exploser, on ne va pas tenir. Et donc ça ne peut pas venir que par une révolution par le bas en fait. Et nous, on est responsables, on peut le faire, on peut aider à se faire faire. Et c'est complètement ça, parce que la place de l'élu, par exemple sur le projet de Bouvron, elle est essentielle. Ce qu'ils ont pressenti, c'est qu'il fallait déjà éviter la notion de concours. C'est que dans le cadre réglementaire, évidemment, là on a un budget au bout du compte qui est 3,5 millions. Nous aurions dû l'inviter, votre élu. Et Frédéric, ce qu'il voulait simplement, c'était avoir en face de lui une équipe de maîtrise d'œuvre et avec lequel il puisse s'assurer qu'on puisse dialoguer. Et donc c'est pas le concours qui le permet, notre concours anonyme, qui est quand même assez terrible dans cette forme. Et donc il a pressenti ça. Il dit, moi ce que je veux, d'une manière ou d'une autre, c'est avoir des équipes en face, pas sur le projet dessiné, sur sa capacité à dialoguer. Et c'est ça qui a ensuite tout amorcé, et donc il y avait Marika Frenette, qui a été dans la forme du dialogue, qui a été dans on va dire dans l'enchaînement possible sur ce travail-là. Mais ça veut dire évidemment, voilà, des formes, des fois où on est obligé de réinventer. Là, on a eu un préfet tolérant. Voilà. On est encore dans des dispositifs dérogatoires qui permettent d'avoir, mine de rien, l'expression démocratique. Donc c'est là où ça pose question, c'est qu'on est obligé d'être à la marge, alors que c'est le ferment essentiel pour moi de la structuration de la démocratie. Merci. Je vous en prie, rapide. Merci. Il y a aussi la question du temps.
me semble-t-il. Alors, il y a la question du coût, la question des concours dont vous venez de parler, mais pour le citoyen, quand j'ai contacté AA, j'avais une vraie crise sur la commune que j'ai cherché à traiter de la meilleure façon, c'est-à-dire que j'avais des citoyens, des associations qui voulaient squatter, qui n'en pouvaient plus de ne plus avoir d'espace, alors qu'ils voyaient des choses abandonnées dans la ville. Donc c'est ça a été le ferment. Mais pour le citoyen lambda dans une ville, et c'est vraiment une question démocratique, le temps de la construction est à la fois très très long, il ne va pas avoir le permis de construire, il a un cap, on sait, très loin du citoyen, et puis d'un seul coup, il a quelque chose qui lui arrive dessus, c'est très violent. Hein. Et en même temps, donc c'est long, mais en même temps c'est court, parce que quand ça arrive brutalement, et donc toute la concertation, et c'est vrai que c'est une histoire un peu biaisée, la concertation, mais disons, quand on arrive à co-construire un projet, alors peut-être des tiers projets ou des choses autour de l'agriculture urbaine, autour de construction légère, comme on peut le faire aujourd'hui avec Urban, mais on peut imaginer plus loin, et on peut imaginer aussi qu'il y a une acculturation, j'ai parlé tout à l'heure de l'acculturation de l'administration. Les administrations sont aussi très prisonnières d'un modèle, concours, beaucoup d'argent, privé ou public. Enfin, c'est des choses très rigides. Il faut des cadres comme ça qu'on ne peut pas bouger. Mais petit à petit, en travaillant sur des projets comme celui de AA, ils sont obligés de travailler un peu autrement. Et on peut imaginer qu'il y a une dissémination, une contamination qui fera que peut-être on va un peu libérer le contexte tout en restant bien sûr droit dans les contraintes techniques. Merci.